Bon, eh bien, je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Les quelques personnes qui doivent encore nous rejoindre vont se connecter au fil de l'eau. Bonjour tout d'abord et bienvenue. Donc, je suis Guillaume Salagnac. Je suis chargé de mission mobilisation des collectivités au sein de l'ANBDD, l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable. Et donc, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui va être consacré au bourdon et plus précisément donc à la connaissance que l'on peut avoir sur ce groupe d'insectes et sur les actions qui peuvent être menées pour améliorer la connaissance justement sur ces insectes. Alors ce webinaire, c'est un webinaire qui a été organisé en partenariat avec le GRECIA, le groupement d'études des invertébrés armoricains. Et c'est également un webinaire qui est proposé dans le cadre de l'animation du réseau des acteurs de la connaissance et du réseau des collectivités, qui sont deux réseaux qui sont animés par l'ANBDD. Donc alors je vais passer très vite, hein, vous le savez, la biodiversité elle est menacée et tous les pans de la biodiversité, donc les insectes pollinisateurs et donc les bourdons n'y échappent pas non plus. Donc les causes elles sont diverses. Je pense que Mira va revenir dessus tout à l'heure, mais on peut évidemment citer en premier lieu la disparition des habitats, leur fragmentation, la banalisation qui entraîne une disparition des ressources alimentaires notamment, les pollutions diverses et variées avec les produits phytosanitaires notamment, et le réchauffement climatique qui, qui exerce une menace supplémentaire. Donc pour pouvoir mettre en place des actions adaptées de préservation ou de restauration des populations de bourdons, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance de l'état de ces populations et de leur dynamique. Et donc, ça va être tout le sujet de ce webinaire aujourd'hui. Donc, le programme qui nous attend, donc nous allons être ensemble pour 1 heure à peu près. Sur ce webinaire, donc nous allons commencer avec Mira Boustani, qui est chargée de mission entomologiste au GRECIA, qui dans un premier temps nous présentera des éléments d'écologie sur les bourdons, quels sont leurs modes de vie, les habitats qu'ils fréquentent. Ensuite, Mira nous fera un point sur l'état des connaissances que l'on a actuellement sur les bourdons en Normandie. Et puis ensuite, donc deux collectivités qui sont engagées sur des actions en faveur des bourdons interviendront pour nous faire un retour d'expérience. Donc, ce sera notamment le cas de la ville du Havre avec Marc Affagar, qui est ingénieur écologue à la ville du Havre. Et puis également Simon Godet, qui est chargé de mission invertébrés au parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. Et puis enfin, donc nous terminerons par une présentation à nouveau par Mira des pistes d'action qui peuvent être envisagées par les collectivités pour mettre en place justement des actions en faveur des bourdons. Et puis ce sera également un temps d'échange où vous pourrez justement nous dire comment vous pouvez envisager de participer à cette action de connaissance. Alors évidemment, au fur et à mesure des présentations, vous pourrez malgré tout interagir. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la dernière séquence. Donc donc je pense que maintenant vous commencez tous à être aguerris au webinaire, mais vous avez effectivement en bas de la fenêtre une petite bulle dans laquelle vous pourrez poser vos questions ou vos réactions suite aux différentes présentations qui sont faites. Voilà, juste un dernier élément pour vous dire que ce webinaire est enregistré et donc qui pourra vous être transmis d'ici quelques temps, ainsi que des ressources complémentaires. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai tout dit, donc je vais passer la parole à Mira Boustani pour qu'elle nous présente les premiers éléments en tout cas sur les bourdons, sur leur écologie. À toi, Mira. Merci. Bonjour tout le monde et merci beaucoup de vous connecter. Je connais certains d'entre vous et j'espère que j'aurai l'opportunité de rencontrer ceux que je n'ai pas encore rencontrés jusque-là. Et je vais déjà commencer par partager mon écran et voir si ça fonctionne. Alors, vous voyez mon PowerPoint là? Non, pas encore. Ok. Je ne sais pas pourquoi je n'ai plus l'option de le partager sur le... Bon, je vais juste partager mon écran entier.
Bon, on va faire au plus simple. Hop. Voilà, vous arrivez à voir mon écran? Ça fonctionne très bien. Ok, super. Donc, comme je n'arrive pas à voir ma présentation et l'écran des participants, n'hésitez pas à m'interrompre pendant que je présente si vous avez des questions ou autres. Et j'essaie d'y répondre au mieux. Donc voilà, je vais démarrer. Je vais essayer d'alterner entre l'écran de présentation et l'autre écran. Euh, et puis encore une fois, vous n'hésitez pas. Donc, bon, comme Guillaume vous a déjà présenté le sujet, là, l'objectif, c'est de vous présenter un peu ce qu'on sait des Bourgons dans la région. Et comme nous avons pour objectif d'avancer vers une liste rouge, de vous dire un peu ce qu'on prévoit de faire pour l'amélioration de la connaissance et quelles sont les pistes d'action. Alors, ok. Alors, les bourdons, c'est des abeilles sauvages. Donc, ça fait partie du groupe des abeilles sauvages. C'est un groupe qui favorise les hautes latitudes, généralement. Donc, on a un grand centre de diversité ici en Europe. Et on est de l'ordre de 250 espèces mondialement. Et donc, en France, on est à 46 espèces. Ici, en Normandie, on est à 21 espèces parce qu'on a beaucoup d'espèces alpines que nous n'avons pas dans la région, qui vont plutôt être sur les hautes altitudes. Et du coup, dans les 21 espèces en Normandie, donc voilà, on a un mix d'espèces sociales, donc qui vont avoir un nid comme, je ne sais pas si vous voyez ma flèche là, si je fais un pointeur. Oui, oui, Ouais. on voyait Ah ta oui, bah, flèche. je vais mettre le pointeur laser. Ok. Donc là, voilà, comme vous voyez, donc c'est des espèces sociales qui peuvent vivre en colonie. Normalement, c'est des nids qui durent donc 1 an. Et il y a aussi des espèces parasites, donc qui forcément dépendent du fait que leur hôte existe dans le milieu où elles sont pour pouvoir parasiter leur hôte. Donc en fait, c'est des espèces qui vont aller usurper les nids d'autres espèces. Ok. Alors, comme toutes les abeilles, en fait, leur alimentation dépend uniquement du végétal et là spécifiquement des fleurs. Donc, ils vont se nourrir que de fleurs, entre pollen et nectar. Nectar pour les adultes, pour leur petit boost d'énergie, et le pollen est donc le contenu nutritif du pollen pour leurs larves. C'est pour ça que, comme toutes les abeilles, elles sont très fortement liées à l'assemblage de fleurs ou à la fleur qu'on peut avoir sur le paysage. Certaines espèces ont un régime généraliste et d'autres ont un régime assez difficile. Et on va le voir un peu plus tard, mais souvent celles qui ont un régime difficile ou des restrictions alimentaires, on va appeler ça, sont beaucoup plus vulnérables et risquent de disparaître beaucoup plus facilement si leur offre alimentaire n'est plus disponible. Donc, comme beaucoup d'abeilles, on va les trouver dans les milieux ouverts, mais les bourdons favorisent aussi beaucoup les lisières des bois et les clairières. Donc, on va les trouver en milieu boisé dans tous les coins où il y aura un petit peu de soleil. Donc, dans les milieux ouverts, ça va être prairies naturelles, pelouses, landes, etc. Et puis, lisières forestières. Même chose pour les pieds de haies. Donc, on va avoir aussi une bonne diversité dans ces milieux-là, enfin, dans ces écotones-là. Et ce qui ne gâche rien, c'est des espèces assez charismatiques. Donc, en général, pour démarrer des initiatives avec le grand public, on a moins de mal avec les bourdons qu'avec d'autres groupes, parce qu'ils sont mignons. Ça nous aide. Ça va jusque-là, parce que, encore une fois, je ne sais pas si je peux revenir vers l'autre écran. Ok. Ok, donc pourquoi est-ce qu'on se focalise sur les bourdons? Parce qu'on a constaté dans les dernières décennies qu'il y a un grand déclin des espèces à l'échelle européenne. Donc, dans certains pays, comme en Belgique, on a carrément perdu le tiers de la faune dans les dernières 50 années. Et on a constaté aussi, au fur et à mesure qu'on a des listes rouges nationales qui sortent, que c'est aussi le cas à l'échelle nationale, surtout en Europe du Nord et en Europe centrale. Il y a beaucoup d'espèces de bourdons qui sont en danger ou qui sont menacées. Alors ici, ce que je vous montre, c'est un bourdon du massif armoricain et donc spécifiquement Atlas de l'Atlantique qui a été fait en 2015, mais les informations sont encore d'actualité. Donc, on se base beaucoup sur ça pour avoir
l'état ou le danger, entre guillemets, qu'on a sur des espèces en Normandie. C'est assez similaire. Donc, ce que vous voyez ici en mauve, c'est des espèces qui sont présumées disparues, qu'on arrive encore à trouver dans certaines autres régions de la France, mais qui sont a priori complètement disparues au niveau départemental. Nous avons deux espèces que vous voyez ici, qui sont des espèces landicoles, en grande partie, que je n'ai pas revues. On n'a pas de données dans les 10 dernières années. Donc ici aussi, le paysage est pas très, on va dire, pas très rose. On a quand même beaucoup d'espèces qui dépendent de milieux en particulier ou de plantes en particulier qui sont en déclin. Et puis, bon, tout ce qui est, tout ce qui est en vert, a priori, c'est les espèces qu'on trouve encore assez régulièrement. Donc là, je vous donne un autre exemple récent, qui est la liste rouge des bourdons donc d'Auvergne-Rhône-Alpes, de la région Aura. Et ici, on voit qu'on a quand même les 2/3 qui sont en préoccupation mineure, donc des espèces qui a priori vont bien et ne vont pas disparaître d'ici une dizaine d'années. Et on voit quand même qu'on a un tiers d'espèces qui sont quasi menacées ou avec des statuts de menace plus élevés. Donc voilà, c'est toujours le même paysage qui se recycle. Euh, c'est souvent les espèces qui vont avoir des restrictions alimentaires ou bien qui vont dépendre d'habitats qui sont très très fragmentés euh, maintenant, qui vont être dans ces catégories-là. Voilà, j'en viens aux menaces. C'est généralement les fragmentations d'habitats, donc au point où les individus ne peuvent plus circuler entre une maille et une autre, parce qu'il ne faut pas oublier que même s'ils arrivent à voler, ils sont quand même pas capables de faire plusieurs kilomètres pour leur nourriture. Il souffre aussi de la dégradation des milieux ruraux, des milieux agricoles et des lisières forestières. Le changement climatique, bien sûr, donc pas que l'augmentation des températures, mais aussi les épisodes extrêmes, comme les canicules, par exemple. Donc, on a remarqué que si on a des canicules sur 2 années successives, il y a certaines espèces alpines qui disparaissent en un an. Et enfin, régression des plantes hôtes. Donc, là, je vous donne des exemples. Le grand bourdon des Landes que j'ai mentionné juste avant, on a trouvé que la plus grande menace, c'est le changement climatique. Donc, il ne supporte pas l'augmentation des températures ni les événements climatiques extrêmes. Et dans la région, il est en danger critique, mais je n'ai pas du tout de données dans les 10 dernières années. On l'a cherché, hein, mais on ne le voit plus. Et là, on a un autre cas qui est donc le bourdon velouté. En région Auvergne-Rhône-Alpes, il est quasi menacé, donc il existe encore. Mais ici, chez nous, dans la région, il est complètement disparu. Et donc, lui, les menaces, c'est vraiment la régression des fabacées en paysage agricole. Donc, tout ce qu'on pouvait trouver dans les prairies de pâturage extensif, en fait, qu'on voit de moins en moins ou qui existe de moins en moins avec l'emploi des engrais et avec la transformation du milieu agricole qui fait qu'il n'arrive plus à trouver sa place. Donc ça, c'est typiquement un bourdon qu'on trouvait historiquement dans des paysages agricoles ou dans les zones rurales. Bon, pour avancer vers une mise à jour de la liste rouge, parce qu'on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une liste rouge? Et la réponse est en fait, on n'a pas les connaissances qu'il faut pour en faire une. Donc, il faut commencer par mettre à jour la connaissance sur les 5 départements. Ça va jusque-là? Ça va. Cool. Pour l'instant, pas de questions ou de Pas de réactions. main levée. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on sait des bourdons en Normandie? Donc, de manière très très succincte, ce que vous voyez ici, c'est la carte avec les mailles. Donc, s'il y a un carré bleu, c'est qu'on a des données dans cette maille-là. Et plus la couleur est foncée, plus nous avons des espèces qui ont été recensées. Alors, on voit tout de suite qu'il y a un grand déséquilibre de connaissances entre l'ex-Basse Normandie et l'ex Normandie. On a eu une enquête qui a été faite donc avec le Grécia et de partenaires et un grand réseau bénévole à l'époque dans les années 2014, 2015, 2016 pour en fait un atlas des bourdons de Basse Normandie. Et là, on voit encore, enfin, on va dire, on voit qu'il y a eu vraiment un grand travail de remplissage des mailles et de recherche des espèces cibles et que presque toute l'ex-Basse Normandie est coloriée. Donc, ce travail n'a pas eu lieu pour l'exode Normandie.
il y a bien sûr des données que nous n'avons pas en base de données, mais c'est beaucoup de données vieillissantes. Donc, on n'a pas beaucoup de données récentes en Seine-Maritime et dans l'Eure. Du coup, il y a deux choses à faire. Donc, il y a tout simplement le remplissage des mailles du territoire ici. Donc, aller voir ce qu'il y a, espèces communes comme espèces plus rares, mais il faut déjà s'assurer que les espèces communes existent bien, bel et bien encore dans ces deux départements-là. Et la deuxième chose, c'est aussi donc mettre à jour la connaissance dans les trois départements de l'Express Normandie. Simplement parce que c'est des données qui datent déjà d'il y a une dizaine d'années. Donc, ça vaut la peine d'aller faire un travail sur des sites ponctuels pour rechercher des espèces qui auraient pu disparaître, comme le grand bourdon des Landes que je vous ai montré juste avant. Donc, OK. Donc, pourquoi est-ce qu'on sollicite les collectivités? Donc, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, pour vous dire un peu pour la première enquête qui a été faite il y a une dizaine d'années, euh, ce qu'on réfléchit toujours à faire, c'est solliciter le réseau bénévole. Et c'est vrai que il y a toujours un grand portage bénévole de ces projets-là, donc des projets d'Atlas ou des projets de liste rouge. Même maintenant, de plus en plus, on voit qu'on peut réfléchir à grande échelle en sollicitant les collectivités. En ayant des partenariats, ça nous donne la possibilité de faire des travaux de longue haleine, en fait, de par un cadre pluriannuel pour certains inventaires où il nous faut avoir une visibilité sur 2-3 ans. Et donc, en plus du réseau bénévole, on trouve que c'est assez intéressant, mais vous me direz après, d'inclure les collectivités dans le réseau des contributeurs. Ça nous permet aussi, en ayant cette manière de réfléchir à plus grande échelle, de cibler une plus grande diversité de milieux dans les différents contextes géographiques, surtout qu'on va avoir certains milieux qui sont plus communs, en Exode-Normandie par exemple. Et puis, bien sûr, bon, l'avantage de travailler avec les collectivités, on trouve, c'est que quand on propose un inventaire ou quand on est sollicité par un inventaire, il y a toujours les discussions en amont et en aval pour les pratiques ou les préconisations de gestion pour conserver les espèces de pollinisateurs en général et de bourdons en particulier. Alors là, je vous donne l'exemple de quelques enquêtes qui ont été faites en 2025. J'ai cherché les logos mis à jour en ligne, donc si j'ai utilisé un logo obsolète de l'une de vos entités, je suis désolée. Donc, on a eu la même manière, la même logique de la slide de juste avant. On s'est dit, bon, en Ex-Haute-Normandie, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment aller sur beaucoup de sites en essayant de cibler quand même quelques milieux naturels, des milieux plus naturels. Oui. Donc, on a pu inclure ou proposer un volet bourdon en discussion avec les collectivités ou avec les réserves. Donc, en proposant ça sur un ABC, par exemple, sur une convention de partenariat du département de l'Eure, où où il s'agissait de faire un travail d'amélioration de connaissances sur les espaces naturels sensibles, donc les ENS, à une échelle plus fine avec la ville du Havre, où donc Marc parlera de ça un peu plus tard, où il s'agissait d'aller sur les espaces aménagés par la ville, donc les espaces verts aménagés par la ville, et aussi en collaboration avec d'autres associations comme la ZEN. Et puis, en Expace Normandie, donc on propose plutôt les bourdons avec d'autres abeilles sauvages pour pouvoir aller faire un point sur les sites ou sur les milieux où on risque de trouver encore des espèces en déclin. Donc c'est le cas pour le département de la Manche où j'avais là le choix des sites littoraux où j'allais chercher des bêtes en particulier. Même chose pour le partenariat avec le parc des Marais. Et le partenariat avec le CIMEL, où c'était sur la faune des dunes, où on profite aussi pour voir si les anciennes observations d'espèces en déclin peuvent être reconfirmées à ce jour. Là, ce que vous voyez sur la carte, c'est en jaune, c'est tous les sites que j'ai pu visiter cette année dans le cadre des partenariats dans l'Eure et en Seine-Maritime, et le stage, je crois. Voilà. Ok, je passe la
parole à Simon. Mira, juste avant de passer la parole à Simon, il y avait une question. Oui, oui, je l'écoute. Une question de Aurélien Diaba de l'agence de l'eau Seine-Normandie et qui demande si vous êtes en lien avec l'UNGDS pour avoir une veille sur le sujet Bourdon dans le cadre de la déclinaison en région du PNA lutte contre le frelon à pattes jaunes. Non. Euh, est-ce que, est-ce que vous pouvez me redire l'acronyme? A priori, non. Je me renseigne quand même pour m'assurer. L'UNGDS, c'est l'Union normande des groupements de défense sanitaire. D'accord. Et donc, en lien avec le frelon à pattes jaunes, donc le frelon asiatique ou autre chose? Le frelon à pattes jaunes, mais à la limite, je propose à Aurélien, s'il le veut bien, d'ouvrir son micro, Oui. ou éventuellement. Et moi, je vais essayer de me déconnecter de l'écran. Ouais, je reviens sur l'écran ici. Ok, cool. Alors, je sais pas si... Oui, c'est Bon, bon, on ouais. t'entend. J'aurais attendu sinon la fin de la présentation pour intervenir. Non, non, c'était effectivement dans le cadre de la déclinaison du plan national, effectivement, ce qui s'appelle plus le frelon asiatique, c'est le frelon à pattes jaunes, pour les stigmatisations toujours identitaires. Bref, il y a du piégeage notamment, et c'est tout un réseau d'apiculteurs sur lequel va y avoir des piégeages. Ils ont des suivis pour savoir un petit peu qu'est-ce qui est piégé. Et du coup, je pense que ça pourrait être intéressant aussi de vous rapprocher de la structure pour mettre en place une veille, effectivement, peut-être avoir quelque chose d'un peu fin sur la présence des différents bourdons, éventuellement, dans le cadre des piégeages contre le frelon. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Donc, en fait, on pourrait valoriser les culots de le relever parce qu'ils font des piégeages parfois un peu plus tôt que l'automne. Bah ouais, du coup, il faudrait se rapprocher d'eux, effectivement, je pense, pour les informer qu'il y a en tout cas une recherche, voilà, des espèces qui sont quasiment disparues, savoir un petit peu s'ils les retrouvent dans les pièges, même s'ils peuvent être des pièges sélectifs. C'est encore pas Oui, forcément le cas pour tout le monde. Enfin, il y a du piégeage un peu bouteille, sauvage, etc. Enfin, je pense que ça mérite que vous vous rapprochiez d'eux là-dessus pour évoquer le sujet, quoi. oui, merci. Ça pourrait déjà nous renseigner sur les espèces communes, hein, s'ils en récoltent sur les pièges. Ok, merci beaucoup. Merci. Je cherche juste, excusez-moi, j'en peux aller chercher un truc entre temps. Ah, ok. Du coup, oui, j'ai vu que Simon s'est connecté un peu plus tôt. Est-ce que ça te va de prendre la parole pour parler un peu de l'intégration du volet Bourdon? Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Ok. Et je remets le PowerPoint. Ouais, pas de problème. Pardon. Donc, bonjour à tous. Comme l'a présenté Mira, donc nous, on a retenu le groupe des Bourdons dans le cadre d'un ABC sur le territoire du parc. Donc, déjà, sur le contexte de l'ABC, il faut savoir qu'on n'est pas que le parc à le faire. C'est un ABC où on est aussi soutenu par des partenaires techniques et financiers, donc notamment l'OFB et aussi les deux communautés de communes concernées par cet ABC, donc Cossen Agglo et IFTO Normandie. Donc ça concerne 15 à 16 communes, j'ai plus le nombre en tête à chaque fois, j'ai un trou si c'est 16 ou 15. Mais donc sur ces communes qui sont donc en Vallée de Seine, mais aussi un petit peu sur le plateau du Pays de Caux, on avait proposé plusieurs groupes d'insectes à étudier par le futur prestataire qui serait retenu. Donc il y avait des groupes obligatoires, c'était les libellules et les papillons, et puis il y avait des groupes optionnels, enfin sur proposition justement du futur prestataire. Et le Grécia nous a proposé d'étudier les bourdons. Donc nous on a retenu cette proposition. Ça nous semblait intéressant à plusieurs titres. Notamment parce que sur les groupes qui devaient être proposés, s'il y avait une logique, en plus de l'amélioration des connaissances, mais aussi une logique derrière d'Atlas ou de futures listes rouges, on trouvait que c'était intéressant, parce que c'est du coup dans le cadre de l'ABC, l'amélioration des connaissances pourra aussi être valorisée à une échelle plus large, et donc ça c'était parfaitement ce qu'on recherchait. Et aussi parce que c'est des animaux qui, comment dire, comme l'a dit Mira, qui sont charismatiques. Il faut être aussi dans le cadre d'ABC une bonne porte d'entrée pour la sensibilisation. Et en plus, ça permettait d'introduire des notions de pollinisation, de services écosystémiques, enfin voilà, des choses comme ça, sur lesquelles nous, on veut aussi travailler. Et donc, on avait déjà sur le territoire du parc
quelques connaissances sur les bourdons, alors pas sur le territoire de l'ABC en question, mais plutôt sur d'autres terrains en Vallée de Seine, où on avait déjà des données qui avaient été réalisées lors d'études, soit pour le compte du parc, soit pour le compte d'autres collectivités. Je pense au département de l'Eure et au département de Seine-Maritime, qui avaient aussi étudié sur certains sites, par exemple la tourbière d'Orthoville, les rives de Seine-Sud. Voilà, et on avait quelques données localisées de Bourdon, mais du coup, on n'avait rien à une échelle plus globale. Et du coup, là, ce projet d'ABC, ça permet d'acquérir de la donnée sur des territoires quasiment totalement dépourvus de données pour le Pays de Caux, on va dire. Et puis en plus, ça permet de continuer d'acquérir de la donnée en Vallée de Seine. Et donc, voilà, petit à petit, brique par brique, on espère qu'un jour, on aboutira à une amélioration notable des connaissances sur les bourdons, mais aussi sur les pollinisateurs de façon plus générale. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour présenter le projet en 2 mots. Après, je ne sais pas si Mira, tu veux enchaîner sur les premiers résultats et sur la façon Oui. dont on a construit un peu le programme. Et juste, pardon, pour la durée, voilà, c'est l'ABC, c'était sur la période 2025-2026, enfin 2024, 2025, 2026. Voilà. Ça se termine l'année prochaine. Merci beaucoup, Simon. Je ne sais pas si vous m'entendez, si j'ai laissé mon micro. Oui, oui, on t'entend bien. Ça va, nickel, merci. Et donc, voilà, en gros, ce qu'on a essayé de faire avec le temps disponible, c'était d'aller à un maximum de milieux et de communes différentes. Donc, il y aura encore un petit travail à faire en 2026 pour les coins que nous n'aurions pas encore échantillonnés. Et là, on a toujours un double objectif. C'est en fait d'essayer d'aller un peu partout pour avoir au moins les espèces communes qui volent en saison, et puis essayer de rester un peu plus longtemps dans les milieux comme les lisières des grands boisements ou les prairies naturelles pour essayer de trouver les espèces cibles. Donc on est toujours entre ces deux aspects-là. Et donc ici, je vous montre en rouge ce que j'ai eu le temps de gérer jusqu'ici comme détermination, donc pour présenter un petit résultat préliminaire. Donc sur ces 5 sites-là, donc sur ces cinq sites-là pour donc une seule visite, parce qu'on n'a pas pu ici visiter les sites au printemps et en été, donc on a choisi d'en visiter certains au printemps et d'autres en été. Donc pour un seul passage, on est à 9 espèces, ce qui est déjà pas mal. On voit tout ce qui est en vert que ce sont des espèces qui sont communes ici, qui ne sont pas menacées. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a donc là ce que je vous montre, donc le tout premier, euh, et bon, vous voyez ma flèche, donc on a certaines espèces dans ce groupement-là qui sont plutôt de milieux ouverts de prairies, et d'autres comme Hypnorum. Je suis désolée, j'ai pas mis les noms communs, je me rends compte maintenant. Mais bon. Hypnorum et Ortorum, qui sont deux espèces communes, mais qui sont fortement liées au boisement. Donc, en fait, on ne doit pas prendre pour acquis le fait que ce soit des espèces très communes aujourd'hui, parce que des espèces comme Ortorum, on voit bien maintenant que quand le boisement est très fragmenté, on commence à le voir de moins en moins. Donc voilà, ça vaut toujours la peine de faire les suivis sur les espèces communes aussi. Et puis, ce que vous voyez en rouge, c'est une espèce quasi menacée. Donc, à mon avis, là, quand on va refaire la liste rouge, elle va avoir un statut encore plus catastrophique parce qu'en 3 ans, c'est la première fois que je la vois. Et pas de chance, je suis désolée, j'ai pas de photo du site où je l'ai trouvée, mais c'est une ferme avec des pâturages extensifs où il y a aussi une lisière avec beaucoup de vieux sujets d'arbres que l'agriculteur a laissés sur la prairie, avec un petit point d'eau où il a aussi laissé une friche. Donc, c'est un coin assez sympa. C'est connecté à des boisements. Et là, voilà, on a pu trouver une espèce qui était menacée dans ce coin-là. Et ici, j'en profite pour vous dire qu'en gros, bien sûr, on interprète toujours les résultats ou nos observations dans un contexte paysager, parce que encore une fois, c'est des insectes qui sont mobiles, mais qui n'ont pas une mobilité infinie. Donc, ils ont quand même besoin d'avoir accès au boisement, si c'est des espèces qui dépendent des lisières et des plantes des lisières, ou qui nichent dans le bois mort, par exemple. Et en même temps, ils ont aussi besoin d'avoir accès aux prairies et aux milieux ouverts. Donc, à toujours interpréter dans un contexte de paysage plus large et de connectivité entre les différentes mailles. Je ne sais pas, Simon, si tu voulais dire autre chose avant.
rebondir sur autre chose avant que je change de slide? Non, bah, c'était bon. Après, s'il y a encore des questions, on pourra en causer après, mais si vous voulez des précisions, des choses comme ça. Et puis, je sais pas, j'ai vu que Alix était présente pour Cossana Aglo. Enfin, je sais pas, c'est pareil, si elle veut en parler ou rajouter un mot, mais du coup, enfin, juste rappeler que il y a aussi Cossana Aglo et Yvetot Normandie qui sont concernés par la thématique en collectivité. Donc, s'ils veulent faire profiter les autres après de leur retour d'expérience, même si bah, là, on est encore sur des résultats très préliminaires, on aura plus d'infos forcément quand ce sera achevé la mission. Mais voilà, c'est ce que je pouvais dire. Je laisse la parole aux autres. Merci. Et bon, si je passe à la prochaine slide, est-ce que je peux te passer la parole, Marc, pour présenter un peu, même chose, le partenariat en cours ou les actions qui ont été faites cette année avec la ville du Havre? Oui, bien sûr, Mira, pas de souci. Merci. Donc, bonjour à tous. Marc Affagard, service environnement et transition écologique de la ville du Havre. Alors, nous, on a signé une convention avec le Grecia il y a presque un an maintenant, qui comprenait un certain nombre de partenariats et de missions donc, dans cette convention, dont la participation à cet observatoire régional des Bourdons. Et donc, d'un côté, on contribue par ce biais aux connaissances régionales. Et puis, de l'autre, nous, finalement, on en retire un certain nombre d'utilités pour la ville et pour à la fois notre gestion, notre connaissance de la ville. Alors, on avait préidentifié un certain nombre d'espaces que vous voyez apparaître sur la carte ici en jaune, qui nous paraissaient favorables à la présence de bourdons d'une part, mais aussi qui nous intéressaient pour en savoir plus sur la présence de pollinisateurs sur ces espaces. Donc voilà, sur cette diapo, ça récapitule quelques-uns des axes de travail avec le Grecia. Puisqu'on n'a pas travaillé que sur les bourdons, on a aussi fait des inventaires sur les odonates, sur les coléoptères aquatiques, sur les papillons hétérocères, et puis la formation notamment d'agents. Alors, une formation qui a déjà eu lieu auprès de mes collègues animatrices et moi-même sur les papillons, sur les rhopalocères pour pouvoir relayer auprès de la population, et puis une qui doit encore se faire avec des collègues jardiniers, cette fois plus par rapport à la gestion des espaces. Tu peux avancer de diapo, Mira. Donc voilà, par exemple, donc on n'a pas fini de recenser ce qui avait été trouvé sur les différents espaces, mais voilà quelques données, un peu comme pour le parc, ce sont des résultats préliminaires qui vont nous renseigner sur ce qu'on a comme espèce. Alors, c'est vrai qu'on a souvent, comme pour beaucoup, cette idée reçue qu'en ville, on ne va pas forcément avoir grand-chose, et pourtant, on a quand même, j'ai noté une bonne diversité d'espèces au Havre, avec donc 6 espèces recensées. Pour le moment, on en espère peut-être d'autres sur les sites que tu n'as pas fini d'identifier, Mira. Et puis des espèces qui vont être indicatrices à la fois du milieu et de sa connectivité. Nous, ça va nous aider à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que ça va alimenter bien évidemment notre base de données d'inventaire au Havre, donc notre atlas de la biodiversité communale. Mais ça va aussi nous donner des indications sur la qualité environnementale des espaces. C'est quelque chose dont on se sert de plus en plus d'un point de vue politique également, sur le fait de montrer qu'on a des espaces avec une bonne qualité environnementale, et donc toutes les incidences derrière, toutes les déductions en matière de santé aussi, hein, c'est important pour la population, de cadre de vie.
Les préconisations de gestion de ces espaces, puisque bien évidemment, plus on va avoir d'enjeux de préservation, soit en matière de diversité spécifique, soit par la présence d'espèces patrimoniales, ça va influer sur les préconisations de gestion pour mes collègues des espaces verts qui sont en charge de ces espaces et les orienter sur la gestion qu'ils ont mis en place, sachant qu'on a déjà un certain nombre de choses entre le pâturage, entre des zones non fauchées pendant plusieurs années, qui permettent de voir si ça va dans le bon sens ou s'il faut, sur certains espaces, refaire une fauche pour relancer une dynamique de population. Bien évidemment, j'en ai un tout petit peu parlé aussi, c'est la sensibilisation et la valorisation auprès du public. À travers notre atlas, c'est aussi de sensibiliser les Havrais à la présence de la biodiversité patrimoniale, mais aussi ordinaire, hein, puisque c'est vrai que on a tendance, c'est ce que je disais en préambule, particulièrement en ville, à oublier on a de la biodiversité dans notre quotidien de tous les jours, et c'est important de rappeler aux Havrais qu'ils ont plein de choses qui les entourent. Et puis, ce sont des données que les élus vont utiliser. Nous, on a un exemple, alors pas sur les bourdons, mais sur les papillons. On sait qu'une gestion a augmenté une multiplication par 9 de l'abondance de papillons. Et ce sont des données que nos élus réutilisent, y compris dans la rencontre avec les populations au conseil de quartier, pour justifier leurs choix politiques et défendre finalement des arguments de gestion, parce qu'on a, comme partout, les arguments de « ah bah ça fait sale, c'était mieux avant ». Et donc, ça permet à nos élus d'avoir les outils pour pouvoir justifier. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de. Alors, sur certains sites, ça nous a permis, je le disais aussi, d'affiner les connectivités. Tu peux passer à la suivante, Mira, et notamment de voir l'importance de la mosaïque d'habitat, puisque, par exemple, au niveau des jardins suspendus, qui a beau être un site finalement très horticole hein, en son sein, puisque ça reste un jardin botanique, le fait d'avoir des boisements autour et d'avoir finalement des essences diversifiées, y compris horticoles, cette grande diversité, avec des milieux également ouverts, amène finalement de l'habitat potentiel pour plus d'espèces. On va avoir également le cas, je ne crois pas que tu aies mis de diapo sur les coteaux calcaires, où Mira a constaté la présence aussi d'espèces thermophiles, alors plus sur les abeilles, hein, me semble-t-il, mais qui démontrent la particularité de ces coteaux par rapport à d'autres espaces de prairie. Donc voilà, ça nous permet aussi d'apprécier la conservation de ces milieux et puis d'orienter les choix de gestion auprès de nos collègues des gestionnaires des espaces. Je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, merci beaucoup. Je vais rebondir pour dire qu'en effet, sur les milieux, donc comme les coteaux, où c'est pas les milieux dont les bourdons raffolent en général, on va avoir relativement peu d'espèces. On essaye de faire un inventaire donc complémentaire des autres abeilles pour pouvoir répondre aux questions de si la gestion est maintenant plus inclusive aux abeilles ou à la faune qu'on devrait trouver sur ce genre de milieu. Donc là, pour tous les sites, j'en ai aussi profité pour faire des relevés d'autres abeilles, bon, par souci de complémentarité, mais aussi pour pouvoir répondre aux questions sur la gestion, si c'est assez diversifié, si les mix de fleurs prairiales, par exemple, qui sont là, permettent à une grande diversité d'abeilles ou de pollinisateurs en général d'être présents. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter ou des questions jusque-là, ou si je passe à la dernière section. En tout cas, pour l'instant, dans le chat, pas de réaction. Pas de Ok. questions. Merci. Et donc là, on arrive à la toute dernière section qui est, nous, des propositions d'action qu'on fait qui sont assez basiques là. Donc, le but, c'est d'en discuter avec vous.
Et donc la première chose qui se base sur ce que nous avons pu faire donc cette année et planifié pour l'année prochaine, c'est que on trouve que c'est intéressant d'intégrer un volet bourdon dans les atlas de biodiversité communaux parce que, comme Simon dit, euh, il y a le choix du groupe qui doit plaire au grand public, quelque part, pour motiver aussi le grand public à participer aux inventaires parfois ou simplement à participer aux animations de sensibilisation. Dans la gestion des espaces naturels, donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'espèces dans le coin, mais la absence pardon, des espèces peut déjà nous parler beaucoup du milieu, surtout quand on est dans un contexte boisé. Et puis, bon, même chose pour les inventaires des espaces verts aménagés, on vient de voir un exemple. Dans les événements, étant faire le coup, comme c'est un groupe charismatique, on trouve que c'est un groupe auquel le grand public répond relativement bien. Donc voilà, ça c'est une chose. Une autre chose, c'est à discuter encore une fois, c'est l'organisation de la remontée de données. Bon, comme je vous disais juste avant, souvent dans les atlas ou dans la première enquête Bourdon qui a eu lieu en Espace Normandie avec le CRECIA et un grand réseau partenaire, une grande partie pardon, de la remontée de données était basée sur l'équipe salariée et les bénévoles. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est faisable de nous accompagner à la montée en compétences des participants et à l'organisation de la remontée de données? Donc, concrètement, c'est d'avoir des points relais sur vos communes, par exemple, parce qu'un des problèmes qu'on a avec la fusion des régions, c'est que en fait, très peu de gens ont envie de rouler 2 heures pour nous passer un bourdon qu'ils ont trouvé dans leur jardin. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un relais où les participants ou les bénévoles ou agents de la collectivité ou autres peuvent déposer les pots de bourdon avec les étiquettes dans le congélateur. Il y a aussi quelque chose qui se fait dans le cadre des ABC, qui est, il y a une plateforme qui est mise en place pour le partage des photos. Donc, parfois, on peut y piocher des photos de bourdons ou d'espèces qui peuvent être reconnaissables sur photo. Donc, c'est pas le cas de toutes les espèces, mais certaines peuvent être reconnues sur photo. Autre chose, c'est accueil dans la collectivité pour des ateliers. Cette année, par exemple, on a fait un atelier dans les locaux du parc des Boules de la Seine-Normand. Encore une fois, parce qu'on trouve que que ça permet à des personnes qui sont très loin ou pour qui Caen est très excentré de venir participer à ces ateliers-là. Et enfin, faciliter l'aspect accès aux prospections si nous avons besoin de cibler un milieu en particulier. Et il y a un document que je vais vous montrer juste après qui a été préparé par mon collègue qui s'occupe de l'Atlas Bourdon en Pays de la Loire. Donc, c'est un document qui a été fait pour donner, pour centraliser une liste d'instructions au grand public ou aux personnes qui aimeraient participer à la remontée de données Bourdon. Et c'est aussi pour avoir votre avis là-dessus, si vous pensez que c'est intéressant d'en faire un pour la Normandie, qu'on diffuse de notre côté. Une petite pause ici pour avoir vos feedbacks là-dessus, si vous en avez. Merci Mira. Donc effectivement, si certains d'entre vous ont des remarques, des réactions à faire par rapport à ce qui vient d'être dit, n'hésitez pas. On peut ouvrir les micros sans souci. Alors Aurélien Diaba lève la main, donc je te passe la parole. Oui, sur le volet intégration, je me demandais si vous aviez fait un petit rapprochement avec le programme Sentinelle du climat. Oui, je pense que j'espère que j'ai pas oublié de mettre le logo au début. Si, Non, il y a au ça début, va, ouais. il y est. Mais c'est vrai qu'il n'y Oui. est pas dans la présentation, c'est pas du tout décliné, présenté. Et effectivement, vu qu'il y a des espèces thermosensibles, typiquement, c'est vrai que c'est un volet qui est pas remis, me semble-t-il, dans notre programme régional. Donc, je peux vous dire où on en est là-dessus. En fait, donc à l'échelle de la Normandie, mais aussi des autres antennes du Grécia,
nous avons fait une liste, donc une shortlist des espèces menacées sur lesquelles on pense qu'il faut y avoir un suivi dans le cadre du changement climatique. Et on en est encore, franchement, là, sur la littérature et la liste de données existantes. Donc, ce qu'on essaye de faire dans le cadre du temps financé par Sentinelle du climat, et aussi en collaboration avec nos autres antennes, c'est de déjà voir sur les données existantes que nous avons sur les bourdons, si on peut faire de la modélisation climatique, donc comme ce qui a été fait à l'échelle de l'Europe. Donc on pense que c'est encore relativement pauvre. C'est pour ça qu'en parallèle, on déclenche des inventaires à grande échelle autant que possible pour amasser de la donnée récente. Et on en est encore là. On en est encore à décider quelle méthodologie on va utiliser. Est-ce que les données qu'on a en base nous permettent de faire ce genre d'analyse ou est-ce que c'est encore du rêve? Et puis bon, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est un peu là où on en est. Ok, merci. Je regarde le lien. Ouais. C'était le rapport, effectivement, Sentinelle du climat en Normandie, la 2024, pour ceux que ça peut éventuellement intéresser. Dedans, il y a les listes de sites, les listes d'espèces, enfin, tout le travail qui est fait par l'URCPIE. Et j'ai posté un deuxième lien là pour rappeler aussi le dispositif Fonds Vert. Il y a des financements sur l'axe pollinisateur et il y a assez peu de projets, notamment, qui remontent en faveur des pollinisateurs. Donc, j'en profite pour rappeler. On sait bien que le Fonds Vert risque encore sur 2026, malheureusement, d'être encore revu à la baisse. Et c'est vrai que cette ligne pollinisateur dans le cadre du Fonds Vert est souvent sous-utilisée, quoi. Depuis que le Fonds Vert est en place, il y a eu assez peu de projets en faveur des pollinisateurs sauvages, etc. Donc, je voulais le rappeler aussi au passage. Ok. Merci. Et je vois aussi que justement dans le chat, Donc, il y avait également Aurélie Giraud qui apparemment souhaitait intervenir puisqu'elle a levé la main. On peut peut-être lui donner la parole si elle souhaite ouvrir son micro. Bonjour, merci. Alors, je me présente peut-être brièvement. Donc, moi, je suis à la fois consultante en biodiversité et horticultrice dans le Pays d'Auge. Je tente de travailler avec beaucoup de difficultés sur la mise en place d'un ABC à côté de ma commune, mais qui par ailleurs est devenu apicité. Et je me disais que le lien avec apicité, je ne sais pas s'il existe, si c'est un dispositif qui pour vous est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est que pour y avoir participé, en fait, on a fait un relevé des espèces végétales susceptibles de pouvoir favoriser la venue des pollinisateurs, et puis aussi la disposition des zones. Est-ce qu'il y a des bois, est-ce qu'il y a des mares, comment les choses sont situées, est-ce qu'on a des espaces de friche. Et du coup, ça donne pas mal d'informations sur la typologie de la zone, qui peut peut-être être un élément pour vous d'information sur des zones où on peut aller chercher des espèces que vous pouvez rechercher pour voir si effectivement elles sont soit de retour, soit complètement éteintes. Enfin, voilà. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous êtes en lien avec ce dispositif apicité. Alors, non, pas du tout. Je le connais de nom et de mémoire. C'était relativement centré sur les abeilles mellifères. C'est ça? Alors, c'est centré sur les abeilles, pas forcément. Alors, mellifères, oui, c'est sûr, mais je suppose que le bourdon est lui-même un pollinisateur. Alors, je ne sais pas si ça le concerne ou si ça ne le concerne pas. Enfin, pour moi, comme le bourdon est une abeille sauvage, je voyais bien le lien entre les deux. Oui. Est-ce que vous avez un point de contact? Parce que ça fait partie des structures que je connais de nom et où j'ai toujours du mal je vais faire un regarder. lien. Mais oui. Je vais me renseigner du contact et puis je vous l'enverrai. Oui, je veux bien, merci. Parce qu'en effet, s'il existe déjà une ressource qui cartographie, entre guillemets, l'intérêt des milieux pour les pollinisateurs, nous, ça peut être des pistes pour aller chercher des espèces menacées qui pourraient encore s'y trouver.
Mais non, j'ai pas de lien avec eux, du coup, ça m'intéresserait de pouvoir poser la question. Ok, je vous enverrai ça. Super, merci. Et j'en profite parce que j'ai vu sur le chat pour la Maison de la Nature et de la Bière Sèche qui propose les locaux pour accueillir. Bah, c'est super, merci beaucoup. J'ai déjà été à l'inauguration du potager et puis j'en garde un très bon souvenir. Donc, ok, ça va, je retiens. Euh, Est-ce que vous avez d'autres feedbacks ou je peux peut-être vous montrer déjà à quoi ressemble le document pour le grand public et avoir votre avis là-dessus. Si vous pensez que c'est quelque chose que vous aimeriez diffuser vous-même, si je fais une version normande. Tiens, je peux ouvrir ça entre-temps et après je passerai au... Il y a peut-être une dernière slide ou pas, j'ai oublié. Alors, je m'étais permis du coup de prendre la main puisque ton écran était partagé à l'infini. Oui, Donc, ah oui, c'était la dernière slide. Ah oui, mais c'était bien la dernière slide, oui, tout à fait. ça va nickel. Bah, du coup, je vais ouvrir le document rapidement et puis si vous avez d'autres questions, d'autres feedbacks, n'hésitez pas. Alors, J'arrête ma présentation et tu reprends la main. oui, je voudrais bien pouvoir partager. Et je suis encore en train de partager là, a priori. Non, je reprends de zéro. Voilà. Sélectionner écran entier. Ouais. Ok, voilà. Ok, je ne sais pas si vous arrivez à voir du coup. Là, c'est bon, c'est arrivé, oui. Ça va, nickel. Donc ça, c'est un appel à contribution qui a été diffusé en Pays de la Loire. L'idée, c'est qu'on fasse une version normande, mais en collaboration avec les partenaires avec lesquels on travaille déjà sur les bourdons. Donc j'avais déjà la permission de mon collègue pour diffuser celui-là, mais je peux prendre le temps de faire une version normande avec les contacts de l'antenne normande déjà et avoir votre feedback dessus. Donc ce qu'il a fait en fait, c'est expliquer un peu le contexte de l'appel. Comme je vous ai dit, en Pays de la Loire, il vise de faire un atlas. Et il y a donc les conseils entre guillemets pour comment on peut attraper les bourdons, les mises en garde, quand est-ce qu'on peut collecter des rennes ou pas, donc tous les petits détails sur ce qu'il faut mettre sur l'étiquette, écrire l'étiquette au crayon, tout ça, et puis mettre au congélateur. Donc la saison et les lieux où on peut aller les chercher. Et ici, il y a un focus sur quelques espèces à rechercher prioritairement. Donc, on a une petite adaptation à faire pour la Normandie, mais c'est plus ou moins les mêmes espèces qui sont en train euh, de disparaître partout à l'échelle du territoire français. Donc, encore une fois, là, certaines vont être reconnaissables sur photo, mais pour d'autres, il faudra collecter. Et enfin, ici, on met les contacts ou les lieux qui peuvent servir de relais pour les photos et pour les spécimens. Voilà. J'arrête le partage. Donc, est-ce que vous pensez que vous aimeriez diffuser un document comme ça? Voilà. Vous avez du feedback. Est-ce qu'il y a des informations qui manquent ouais. A priori, des pouces apparaissent, donc plutôt un intérêt sur le document. Mais super, merci. Je peux faire circuler une version du coup dans 2-3 semaines. Parfait. Ok. Et moi, je pense que j'ai fini j'ai fini la présentation du coup. Très bien. Écoutez, merci Mira. On a encore quelques minutes, donc s'il y a des questions, des réactions, n'hésitez pas, c'est le moment. Karine a levé la main, donc je te laisse prendre la parole. Oui, bonjour à tous et merci pour la présentation.
je me demandais si vous aviez des exemples de mesures de gestion ou de restauration qui auraient été mises en place en faveur de ce groupe-là et quelles seraient les actions prioritaires à mener. Donc, il y a déjà des documents ou des publications qui ont été faites par d'autres associations, ou genre en Île-de-France ou Auvergne-Rhône-Alpes. C'est les régions qui ont fait un grand travail de liste rouge et du coup qui ont produit derrière des documents à diffuser. Je vais passer la question. C'était s'il y avait des documents déjà diffusables à ce sujet. Donc, par exemple, ce que vous cherchez, c'est peut-être des listes de plantes à mettre en haie ou en friche. Oui. Qu'en fossé, C'est combien toutes d'eau les par actions fossé. susceptibles de. Oui. Oui, bah, ce que je peux faire, c'est rassembler quelques documents que je partage avec Guillaume à diffuser, du coup. Oui, Et complètement. oui, Oui, comme, donc comme je en le disais général, Pardon, vas-y, oui, je te coupe la parole, vas-y. non, pardon, je disais juste qu'en général, il y a deux catégories. Il y a des documents qui vont plutôt renseigner sur ce qu'on peut faire dans son jardin ou dans des espaces verts urbains, et d'autres qui vont plutôt parler de ce qui est important à grande échelle, hein, sur l'échelle du paysage pour la conservation de Bourdon. Donc, et pardon, Guillaume, je te repasse la parole. Oui, non, juste pour rebondir, effectivement, suite au webinaire, comme je le disais en préambule, donc la visio, enfin la vidéo vous sera transmise, mais également des ressources complémentaires. Donc, effectivement, Mira, n'hésite pas à nous les transmettre et puis on fera suivre à l'ensemble des participants. Je pense qu'il y a Merci. aussi, dans l'immédiat, si je peux peut-être simplement partager les rapports les rapports des actions où nous avions déjà les bourdons qui étaient concernés et pour lesquels on devait proposer des préconisations de gestion pour un ENS ou autre. Donc, ça va être des cas particuliers, mais ça peut déjà vous donner une idée sur le contexte local. Donc, je mets en note aussi de partager quelques-uns de nos rapports et de l'enquête qui a été faite en 2015-2016. Il y a quelqu'un qui dit que le lien Google ne semble pas fonctionner. C'est le tout dernier lien qui a été partagé sur le chat, c'est ça? Ok, ouais, je n'arrive pas à m'y connecter non plus. Et merci pour le contact, Aurélien. Je viens de voir ça. Je vais le copier-coller juste au cas où. J'ai plus accès au chat. Ok, merci. Ah, merci pour le nouvel lien. Ouais, c'est bon. Les deux derniers liens, Ça fonctionne. enfin, l'avant-dernier fonctionne et le dernier ne fonctionne pas. Pour l'appel à contribution, j'arrive pas à m'y connecter. Ouais, effectivement, moi non plus, le dernier lien, je n'arrive pas à me connecter, mais Cliquez l'avant-dernier. cliquez quand vous êtes sur l'appel à la contribution du CPIE, là, c'est la dernière ligne, juste avant le nom de l'auteur, où il faut cliquer sur le Oui, lien l'appel à raccourci, là, contribution normalement, ça complet. marche. Mais je pense que c'est le lien. Oh là là, bon, je vais prévenir Olivier. Mais effectivement, via le dernier lien, on a accès en bas Oui, au document à l'appel à contribution. ok. Et comment le document a été aussi partagé sur Facebook, je pense qu'on l'a partagé sur tous les réseaux, sur Discord, si vous êtes sur Discord. Y a-t-il encore quelques réactions? C'était très clair. C'était très clair, en tout cas très intéressant. Donc on a bien perçu qu'il y avait encore un peu de travail à faire pour acquérir justement toutes ces connaissances, mais c'est très intéressant. Bah écoutez, s'il n'y a plus de réactions, plus de participation, bah je vous propose qu'on arrête ce webinaire. On est pile dans le temps, donc c'est parfait. Oui, vas-y Aurélien. Excuse-moi, une dernière info que je viens de poster dans le chat, c'est Spipol. Je pense que peut-être ça peut aussi être en lien, je ne sais pas, sur la veille Bourdon et la science participative à ce sujet.
Je sais pas, Mira, est-ce que tu as un mot là-dessus? Oui, je peux en parler rapidement. Donc, en gros, il y a une minorité d'espèces qu'on sait reconnaître sur photo. Euh, Ici en Normandie, on va être à, comment, je sais pas, 5 ou 6. Donc là, en général, les données people sont intégrées, si je dis pas n'importe quoi, dans les données de l'INPN qu'on récupère par après. Donc, si, toutes les observations qui nourrissent la base de données nationale, on les reçoit après. Et, enfin, en fait, on a un échange de données périodique. Mais du coup, ça vaut la peine si vous voyez des bêtes dans votre jardin de faire des photos parce que là, c'est encore un autre objectif, mais ça permet d'avoir une échelle. Je crois qu'on a perdu Mira. Coupure de réseau apparemment. Bon, eh bien écoutez. Bon bah écoutez, bon voilà, on a perdu Mira malheureusement. Bon, je vous propose qu'on arrête ce webinaire désormais. Je me répète, mais voilà, vous recevrez d'ici quelques temps le lien visio et puis des documents complémentaires sur le sujet, notamment tout ce qui a été évoqué là sur ces dernières minutes. Eh bien écoutez, je vous remercie et pour votre participation, pour votre intérêt, et je vous dis peut-être à une prochaine fois pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci beaucoup. Je suis désolée, mon PC s'est éteint. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à toi, Mira. Merci. Au revoir. Au revoir.